Vous écoutez Discussion entre coachs, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Tu vois, l'année passée, l'expérience que moi j'ai essayée, c'était en juvénile, 17 ans, jouer beaucoup contre du collégial. Des bonnes équipes des deux. On a fait une tournée à Québec là, qui a été payante. Là. Il y avait des belles équipes. Là. Il y a toujours des bonnes équipes en D2 à Québec. Ouais. Garneau qui gagne souvent son provincial. Limoilou avait une très bonne équipe à l'époque. On a réussi à jouer contre le juvénile aussi de Garneau. Là. Fait que pour nous, là, la tâche était d'un niveau supérieur, là, avec une maturité aussi. Là. Puis il y a eu une adaptation là, incroyable. Là. Puis on s'est souvent servi de la pression qu'on avait eue dans ce petit voyage-là à la fin de l'année, qui nous a rendu service là, parce qu'on a réussi à calmer le jeu puis à passer au travers certaines situations un peu plus corsées. Si tu avais à choisir un élément tactique que tu voudrais plus travailler, est-ce que tu pourrais, en fait, choisis-en un si tu veux, puis nous l'élaborer un peu en 3 étapes pour aider les coachs? Euh, ben, dans mon plan là, de technico-tactique, là, admettons que je prendrais une attaquante de 4, là, c'est des bonnes athlètes que j'avais cette année, là, donc c'est elle que je voulais servir beaucoup. Là. Euh, on pourrait dire, voici 3 choix à l'attaque que je vais t'offrir. Là. Bon, frapper ligne, frapper diag, là, c'est assez classique. Là. Puis l'autre pourrait être la petite diagonale ou une longue frappe en 6 ou un placement. Là. Fait que ça serait la première partie, développer le coffre d'outils. Bon, dans ce cas-là, on en aurait 3, puis qu'on essaierait de pratiquer, là, balle lancée avec passeur, là, qui est la petite partie assez technique. Là. Euh, je la mettrais assez rapidement dans une situation de 4 contre 4. Là. Et souvent, je commençais d'un entraînement comme ça, là, qui servait d'échauffement. Puis là, on tombe dans notre partie des outils des 3 outils dont je t'ai montré. Là. Donc, dans le 4 contre 4, quand tu es à l'aile, tu frappes les 3 outils dont on travaille depuis une semaine ou 2. Là. Puis là, ben, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de points, c'est juste, il n'y a même pas de bloc. Là. Mais je les développe, je les développe, je les développe. Dans un deuxième temps, j'essaierais de les mettre en situation où là, je préparerais une défense. Fait que le même 4 contre 4, avec les mêmes 3 outils, peut-être que j'ajouterais un bloc. Où je dirais à ma défense, vous êtes obligé de jouer une fille sur la ligne, une fille sur la diag. Vous laissez l'outil de roulette de disponible. Ou vous jouez une fille roulette, une fille ligne, vous laissez la diagonale disponible. Fait que là, tu as le choix de tes 3 outils, puis essaie d'utiliser le bon là, sur une tendance que tu as vue de l'adversaire. Soit obligé de le faire 10 fois de suite. Fait qu'un coup que tu as vu les 2 premières fois où il était, ben exploite beaucoup ta troisième. Mais fais pas juste faire ta troisième shot parce que là, les gens vont s'adapter. Là. Fait que je créerais quelque chose dans sa confrontation pour qu'elle puisse prendre des prises de décision. Puis là, j'essaierai de voir le taux de réussite. Là. Fait que si à chaque fois que les gens y embêtent la ligne, puis elle veut frapper la ligne, puis elle manque toujours son coup, ben peut-être que je reviendrai dans ma phase 1, dans l'échauffement 4 contre 4. Oriane, aujourd'hui, sur tes 10 frappes, tu vas en avoir 7 à frapper la ligne, puis sans conséquence. Tes 3 autres, c'est libre. Parce que rappelle-toi, ta ligne, tu as eu de la misère à aller la chercher. Là. Au lieu de me mettre à lancer des balles puis qu'elle frappe 10 000 lignes, là. Fait que je le bâtirais comme ça dans un deuxième temps. Puis mon troisième temps, ben, c'est de les mettre dans une situation de pression. Fait que le même exemple avec les mêmes 3 outils, dans un 6 contre 6 peut-être, là, tu dois marquer 5 balles consécutives avec les 3 outils que tu vas décider. Ou ta défense va faire un point chaque fois qu'ils vont te diguer, puis tu vas marquer un point chaque fois que tu vas réussir un de tes 3 outils, puis c'est une game de 5. Fait que j'y mets de la pression pour dire est-ce qu'on est encore capable de réussir tes prises de décision face à des gens qui vont t'embêter finalement. Fait que c'est un exemple facile avec l'attaque, là, mais je me sers de cette façon-là dans à peu près toutes les phases de jeu ou la technico-tactique que je travaille puis où je veux me rendre. Ça ressemblerait à quoi au service? Euh,
assurément un service risqué, puis un service assuré, là, c'est souvent ce que je parle beaucoup au début. Là. Puis là, ben, c'est à elle à décider selon le match où on est. Là. Fait que développe ton service risqué, puis développe ton service assuré, puis le taux de réussite va être différent. Là. Fait que dans ton service risqué, est-ce que c'est un jump float? Est-ce que c'est un jump spike? Est-ce que c'est un pied au sol, mais qui drive? Puis là, ben, il faut que tu trouves lequel tu vas être confortable là-dedans. Là. Quand tu travailles le service comme ça, est-ce que tu sais, ton service risqué, ton service qui est moins risqué, est-ce qu'à un moment donné, tu essaies de revenir pour que l'écart entre les deux soit proche le plus possible? Mais là, la suite ou la finalité, là, avec les statistiques qu'on a prises sur les services, encore une fois, coût-bénéfice, certaines vont avoir un feu vert, puis d'autres un feu rouge. Fait que l'exemple facile, sur 6 athlètes qui vont servir, il y en a 2 qui ont le feu vert, donc eux autres, il faut que leur service risqué soit exécuté plus souvent, parce que dans le coût-bénéfice, ils l'ont plus souvent aussi. Tandis que les 2 qui ont le feu jaune, ben, il va falloir qu'ils soient un peu plus facile leur service, mais qu'ils manquent presque jamais. Là. Puis qu'en défense, on le sache, que probablement qu'on va se dire on va avoir à jouer un ballon en bloc défense pour être capable de faire la relance. Fait que ça peut changer des années à l'autre, là, mais c'est à peu près comme ça que je leur fais le plan là, jusqu'à la fin. Euh, Écoute, je me permets encore, là, en 2013, c'est là que j'ai appris avec toi, avec les passeuses, de faire des jeux avec elles. Je pense qu'on avait fait un roche-papier-ciseaux ou quelque chose comme ça, puis t'en as. Écoute, j'en ai après ça mis avec de la couleur, puis j'ai joué au blackjack aussi avec les joueurs universitaires. Euh, la tactique pour toi d'une passeuse, comment tu pourrais vite la travailler rapidement? Ben, moi, ce que je l'aime leur dire, un coup qui ont un peu de contrôle, là, qui sont capables de prendre des décisions sur ça, c'est ma bonne attaquante, ça, c'est ma moins bonne, elle est dans une belle zone. Fait un coup qui contrôle leur côté, je te dirais. Là, ce que je commence à leur dire, c'est que tu regardes l'autre côté, puis ton adversaire, c'est le joueur de centre. Puis il faut que tu te fasses un malin plaisir à tromper le joueur de centre adverse. Fait que, est-ce qu'elle est neutre? Est-ce qu'elle triche? Est-ce qu'elle est en retard? Puis il faut que tu combines ça aussi avec de ton côté. Là. Mais puis là, le vidéo peut entrer aussi en fonction de ça. Là. Mais tactiquement, ma passeuse, je considère qu'elle devient bonne quand elle réussit à tromper le joueur de centre adverse 75% du temps. Fait que si on en avait une excellente cette année à l'UQAM là, avec Noémie Daigneault, là. Noémie Gagner. Gagné, pardon, qui t'a connu, là, puis c'est des discussions qu'on a eues ensemble. Là. Noémie, tu veux trop vite déjouer ton joueur de centre. T'es à 0-0, puis tu es en une feinte de corps exceptionnelle. Tu déjoues pas juste le joueur de centre, tu déjoues les spectateurs, l'animateur, tes entraîneurs. Puis, tu sais, je le sais que tu l'as vu le vidéo, là, que tu le fais, ce travail-là. Là. Mais à 0-0, est-ce que c'est le même point qui est aussi important que tu déjoues ton joueur de centre qu'à peut-être 20-20? Fait que des fois, tu devrais apprendre un peu à tendre un piège. Tu sais, tu le sais qu'elle triche souvent en 4 parce que ta meilleure attaquante qui est là. Laisse-la tricher, donne la balle quand même. Puis quand tu auras besoin d'un plus gros point ou d'un moment important, ben là, tu pourras sortir ta feinte de corps exceptionnelle. Là. Fait que c'était vraiment génial de travailler avec elle parce qu'elle avait des possibilités exponentielles. Entièrement d'accord. J'ai pu vivre avec elle 2 ans. C'est un autre niveau, hein, comme on dit. Tantôt, tu as parlé de l'attaquante de 4. Est-ce que tu fais une distinction, toi, entre la joueuse de 4 et la joueuse de 2, tactiquement? Euh, oui et non, dans le sens que à la base, il faut qu'il y ait à peu près les mêmes outils, là, frapper des angles différents, être capable d'avoir un bon placement, soit type, soit roulette, être capable de faire dévier la balle sur le bloc. Là. Mais moi, je crois de plus en plus, là, ce qu'on voit beaucoup au niveau masculin, là, c'est que notre meilleur athlète devrait être poste 2. Là. À partir du moment où ton passeur a assez de contrôle, je crois que cette zone d'attaque-là devrait être beaucoup plus exploitée parce on passe souvent côté gauche du terrain. Là. Fait qu'il y a une adaptation qui se fait avec les joueurs de 4.
la défense voit des millions de ballons qui arrivent. Fait qu'à un moment donné, on manque un peu de ressources là, pour aller faire les derniers points. Là. Fait que si on peut avoir une attaque qui vient des deux côtés, on a clairement avantage, je pense, à mettre notre meilleur attaquant poste 2 puis développer une très bonne pipe ou 3 mètres. Là. Est-ce que si l'attaquante au poste 2 est gauchère, ça change quelque chose pour toi? Dans le côté tactique ou Pas peu plus importe? ou moins, ça donne des avantages, je pense. Plus facile de jouer des balles intérieures. Là. Fait que peut-être que tactiquement, je me gâterais avec 3 points de chute là, ou 3 zones dans le filet, qui est beaucoup plus dur pour la droitière là, de se rentrer à l'intérieur du terrain. Là. Ou en tout cas, elle se fait détecter un peu plus vite parce qu'elle doit tricher à l'intérieur. Là. Fait que choisir entre une excellente droitière et une moins bonne gauchère, je prendrais l'excellente droitière. Mais donne-moi l'excellente gauchère, puis je vais faire avec. Là, on a passé passeuse, on a passé attaquante centrale. Ben, l'ennemi inverse dont je te parlais tantôt, là, Ouais. central, ton ennemi, c'est le passeur. Là, fait que, encore une fois, il faut que tu puisses détecter là, des standards qu'elle a. Là, elle courbe le dos, elle passe en deux. Là, fait que, sans tricher trop vite, là, mais tu es déjà en train de négocier vers l'endroit où tu as détecté la faiblesse qu'elle a. Là. Fait que ton ennemi, c'est le passeur. Là. Est-ce qu'elle est habile? Est-ce qu'elle n'est pas habile? Est-ce qu'elle redouble? Est-ce qu'elle va jouer toujours sa meilleure attaquante? Puis toi, avec des fois, tu peux laisser des petits guet-apens, là. D'être très, très neutre jusqu'au milieu du match. Puis là, elle va t'avoir oublié. Là. Si tu es toujours neutre, c'est sûr qu'elle t'a oublié. Puis à la fin, ben là, tu triches puis tu y voles la passe que tu sais où elle va aller. Là. Fait que, ça, c'est un travail. Puis tu parlais de football tantôt. Là. Si j'avais un souhait, puis de l'argent, puis un staff de coach à développer, puis NCAA, je pense qu'ils le font très bien. Là. Ils ont 10 000 assistants pour chaque fois. Ben, c'est le premier engagement que je ferais. Okay, toi, tu vas travailler avec les centrales, puis vous allez vous amuser à décortiquer le passeur adverse, puis vous allez devenir comme, je pense que l'entraîneur-chef et le passeur ont un lien privilégié. Ben, cet assistant-là, avec les centrales, développerait un lien privilégié, puis pourrait tactiquement vraiment augmenter le taux d'efficacité de l'équipe et du joueur. Est-ce que tu penses qu'une centrale, tactiquement, plus on joue vite, plus c'est difficile pour elle? Oui, assurément. Assurément, parce que là, il faut qu'elle fasse des choix. Si on reste neutre à la vitesse que j'ai vu certaines équipes universitaires puis internationales jouer, là, à moins d'avoir une 6-4 qui a un jeu de pied incroyable, là, ça peut être compliqué. Tu vois, par contre, l'équipe nationale sont venus à Châteauguay, là, j'oublie le nom de la fille là, qui n'est pas si grande, là, qui a joué NCAA, grande queue de cheval. Ouais, ouais, Puis ouais. NCA style, là. Bon, c'est M. Black qui est là, fait que j'imagine qu'il y avait un beau mariage, là, mais toujours, toujours neutre, puis rarement en retard. C'est sûr que dans le swing block qu'elle avait développé, là, elle avait une fluidité vraiment exceptionnelle, puis il pouvait avoir peut-être certains trous à l'occasion, là, mais elle, j'ai trouvé son travail de neutralité et d'être atteint dans l'attaque rapide. Bon, c'était qui est venu là. On avait Porto Rico était venu. Il y avait une autre équipe plus jeune, bon, j'oublie, là, qui était peut-être République? pas très, très aplatie, là. Mais puis pour avoir vu des matchs à la télévision, là, m'avait tellement frappé que certains matchs qu'on a vus ensuite là, au niveau international, je prenais certains moments pour la regarder. Puis c'est une des bonnes centrales que je trouve que au niveau aplati, en restant neutre, était capable de se rendre. Puis ça revient à la tâche qu'on parlait tantôt. Là. Je me souviens avec le Rouge et Or, quand on jouait avec des équipes plus aplaties, on n'y arrivait pas parce qu'on n'avait jamais eu à vivre ça. Fait que je dis aux filles, écoute, fais un choix, là, puis on vivra avec un contre un là, du côté où tu n'auras pas choisi. Là. Puis notre défense était prête. Là. On jouait le casque de baseball, puis on s'avançait, puis on espérait faire quelque chose, là, mais on se disait, si on est neutre, on est en retard partout. Fait que soyons à temps à une place qu'on va défendre au moins à deux, puis abandonnons l'endroit que
qu'on n'aura pas décidé. Est-ce que c'est le même constat offensivement pour la centrale? Tu veux dire? Ben, en fait, si on joue rapide, est-ce que ses options sont limitées ou tu penses qu'elle a autant d'options? Ben, moi, je pense qu'il faut garder notre centrale avec ce qu'on appelle la fixe, là, hein. Fait il faut que la balle soit assez rapide pour que justement l'adversaire soit embêté, là. Tu as deux choix. Tu la suis, puis tu vas peut-être te compromettre, ou tu la laisses aller. Puis là, ben, si tu as des bonnes centrales, tu espères que leur taux d'efficacité soit assez élevé. Si jamais ils te laissent trop aller, ben, on va exploiter nos centrales à puissance 10, là. Si jamais tes centrales sont peut-être moins bonnes, puis on te laisse aller tout le temps, ben, peut-être que là, j'aurais tendance à trouver certaines balles plus lentes pour pouvoir lui donner la marge de manœuvre, justement, d'exploiter la zone qui te laisse libre de toute façon. Parce que ce qu'on veut d'une bonne passeuse, c'est d'isoler son attaquante. Fait que là, si toi, par défaut, elle ne te suit pas parce qu'elle trouve que tu n'es pas assez efficace, ben essayons de trouver une façon de te donner une balle qu'on a déjà travaillé fort pour, de t'isoler dans une zone du filet qui est libre, là. Fait qu'il faut jouer avec ça, là. J'ai en mémoire Karine Ducharme, là, avec le Rouge et Or, là, qui à 5-10 personnes suivaient, là, mais qui nous marquait des balles tellement importantes dans certains moments, parce que justement, les gens la sous-estimaient, là. Mais je peux te dire que son 5 kills par 7 était dans des moments vraiment, vraiment importants. Est-ce que, là, on a passé passeur, centrale, attaquante. Il reste à libéraux. Est-ce que tactiquement, tu as des choses, toi, que tu comprends, puis tu te dis, ouais, la libéraux, c'est important tactiquement qu'on le travaille? Hey, de plus en plus, hein, c'est quand même un rôle qui est nouveau, là, puis j'ai l'impression, puis moi-même, là, qu'on n'exploite pas assez ce joueur-là. On met énormément d'énergie sur notre passeur, et avec raison, hein, parce qu'elle touche toujours le deuxième contact. Mais j'ai l'impression que notre libéraux en défense, qui devrait avoir beaucoup de réceptions, là, dépendant des niveaux, là, mais qui devrait avoir aussi un rôle en défense, j'ai l'impression qu'on ne l'exploite pas assez, qu'on ne lui permette pas peut-être de changer de poste 5 à poste 6 à poste 1, parce que la défense constamment vient dans cet angle-là, là. Bon, on commence à isoler, hein, à dire aux libéraux, hey, tu aurais le droit de tasser ton monde, là. Est-ce qu'on le fait assez? Moi, je trouve que non, là. Euh, j'ai une discussion que je me rappelle avec Élise Duchesne, puis le rôle commençait à l'époque, là, qui était une des libéraux les plus efficaces qu'on a vu jouer, là, qui a gagné des MVP de tournoi, là, un libéraux qui gagne un Oui. MVP. Là, ça veut dire qu'il faut que tu fasses la différence, là. Puis elle avait une connivence avec Amélie Rivet. Ils ont joué ensemble cadet, juvénile, collégial, puis universitaire, là. Fait que les deux, ils s'entendaient comme deux amis indéfectibles, là. Puis Élise, elle me racontait qu'elle savait où Émilie était rendue tactiquement. Puis sur une balle un peu molle ou un peu enroulée, consciemment, elle faisait avancer Amélie pour que le central adverse, puis c'est la tendance qu'elle avait vue, suive le passeur pour qu'elle puisse renverser. Fait que c'était un peu rendu Élise qui était comme le général ou elle donnait la tactique offensive à Amélie, puis probablement qu'ils s'en parlaient ensemble, là. Fait que je pense qu'on est capable d'exploiter mieux notre libéraux dans sa phase défensive. Il faut lui donner ce qui revient. Là. Mais changer la défense. Je ne sais pas dans vos équipes là, si vous avez une seule défense, mais j'ai l'impression que tu ne joues jamais contre des équipes qui ont la même offensive. Hein? Fait qu'il faut que tu aies plusieurs sortes de défense. Là. Pour moi, c'est clair dans ma tête. Là. Est-ce que tu le permets à ton libéraux de passer d'une défense type à mid-dig et à dig? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, là, dépendant de ton libéraux, là, si elle est assez wise, si elle aime ça, si ça y prend plaisir. Puis est-ce qu'elle pourrait le faire pour 1 point ou 2 points, selon l'histoire du match? C'est un autre terme que j'utilise souvent, l'histoire du match. Fait que si tu as libéraux, comme ton passeur, tu veux qu'elle suive l'histoire et qu'elle déjoue à la fin. Si ton libéraux était capable, dans un moment crucial, de dire hey, on l'ajoute type celle-là, puis qu'elle ramasse la balle, waouh, quelle satisfaction
ça peut faire pour ton libéraux qui a pris la décision. Je trouve ça intéressant en fait, que tu parles de ça. Tu vois, dans la progression que j'essaie de faire avec les libéraux, normalement, ce que je veux, c'est qu'elle gère tout le côté défensif de mon équipe. Fait que Mm. le service, rapidement, le système de réception, rapidement, c'est les libéraux qui prennent la décision d'isoler une joueuse, d'avancer une joueuse, peu importe. C'est rapidement elle qui le fait. Puis défensivement, ben, c'est avec les années qu'il faut qu'elle voit du volume. Mais je trouve ça intéressant que tu en parles. Je suis d'accord avec toi que tactiquement, c'est la leader comme la passeuse et offensivement. En fait, on fait faire la même analogie au football. On a le corps arrière offensif, puis on a toujours un gars qui est responsable de la défense qui gère tout ça. Je trouve ça intéressant que tu en jaser un peu. Exact. Puis tu vois un autre flash en tête par rapport à la responsabilité du libéraux. Quand j'étais à Québec, on avait beaucoup de filles qui faisaient du volleyball de plage. Hein? Fait qu'il s'était développé un langage. Là, quand tu passes au volleyball de plage, tu dois tourner les yeux chez l'adversaire puis donner la zone qui est libre. Et l'attaquant a toujours le choix de faire ce qu'il veut quand même. Là. Puis on avait Catherine Marois-Julien, qui était une libéraux rapide comme ça se peut pas. Fait qu'on avait développé avec elle cette espèce de code beach-là, dans le sens qu'après sa réception ou sa défense, aussitôt que la passe s'en allait dans une des zones, ben, quand elle avançait à son soutien, elle était responsable de prendre une photo du déplacement de l'adversaire, puis d'annoncer une shot disponible à l'attaquant. Puis là, ben, l'attaquant décidait s'il pouvait prendre la shot ou frapper en puissance. Là. Puis c'est sûr que ça s'était préparé d'avance. Là, si on sait que l'équipe est toujours très profond en défense, puis que mon attaquant en 4 est rendu dire hey, là, j'ai le goût de faire ma shot, puis ça s'en vient. Puis la balle qui est levée, puis elle entend sa libéraux crier type court ligne, ben ça confirme puissance 2 là, que là, c'est le bon moment. Là. Fait qu'on on a assurément fait plusieurs points avec le travail du libéraux dans son observation de l'adversaire. C'est quelque chose que Jenny Guimont faisait. Elle était venue une fois pratiquer avec Marie-Pierre méthode, puis mon Dieu, elle ne faisait que parler. Jenny parlait sans cesse à Marie-Pierre pour l'aider. Puis petit à petit, elle disait aux joueurs, essayez de comprendre ce que je fais pour voyez ce que j'aide tactiquement mon attaquante. Exact. Wow. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu te prépares, tu t'adaptes face aux équipes? En fait, dans un match, pour être plus précis, dans un match, est-ce que quand ça va mal, tu essaies de changer le plan de match ou tu essaies de garder le même plan de match, peu importe, tout dépendant dans quel moment tu es de l'année, pour voir si les filles comprennent et sont capables de rester focus? Très bonne question. Puis ça, j'ai réfléchi à ça. Enfin, quand tu m'as invité, là, c'était une des choses qui m'est venue en tête. Puis le premier souvenir qui m'est revenu, c'est mon premier match universitaire, tournoi des Carabins. Je ne me souviens pas contre qui on jouait, mais j'étais debout sur les lignes de côté, puis je ne voyais absolument rien. Un set, deux sets de jouer, puis j'étais debout, je suivais le ballon avec mes yeux, là, mais je ne voyais absolument rien. Parce que le jeu allait plus vite, là, puis j'avais de la misère à prendre l'information. Là. Puis bon, la vidéo aidant, comme je te disais plus tôt dans l'entrevue, la force de voir du vidéo, j'ai l'impression que nos yeux s'habituent à détecter le plus de choses possibles. Je vais essayer de te répondre en deux temps là-dessus. Il y a un exercice qu'on fait souvent avec nos athlètes, puis on leur dit arrêtez de suivre le ballon des yeux. Hein, le ballon, il ne dira jamais ce qu'il va faire. Un coup que tu sais que le ballon va aller au poste 4, quitte-le des yeux, puis va voir l'attaquante. Tu vas voir son bras en statue ou peu importe. Là. Fait que, essayez de vous filmer, vous, comme entraîneur, quand tu es sur les lignes de côté. Est-ce que tes yeux suivent aussi le ballon ou tu détaches du ballon puis tu es sur certaines phases de jeu? Puis la deuxième partie où moi, je pense que je me suis beaucoup amélioré, puis je me rends compte, souvent, on regarde les autres entraîneurs là, quand on est en pause là, ou dans les estrades. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entraîneurs un coup, qui lâchent le ballon, sont beaucoup sur leur équipe. Puis un coup, quand on envoie le ballon chez l'adversaire, ils sont encore de leur côté pour voir comment leur défense bouge. Là. Fait que ça, je trouve que c'est l'étape 1. Là. Un coup que tu as confiance en tes joueuses, puis tu sais comment ils bougent, puis tu sens que l'énergie est bonne, ben les yeux devraient se projeter de l'autre côté. Là. Puis dans ton bel match champ de vision, là, c'est contre l'autre côté que tu joues. Là.
toi, tu as confiance en ton système, tu le sais comment elles vont exécuter. À moins qu'elles s'empêtrent, là, puis que tu sens que la, 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 la bisbille est pognée. Là. Mais d'aller regarder chez l'adversaire, vraiment, vraiment très, très souvent, c'est là que tu vas avoir ton information. Là. Fait que les yeux des coachs qui se promènent différemment. Là. La deuxième partie de ma question, ben, plus je vais avancer durant l'année, plus j'aimerais que mes athlètes soient autonomes. Là. Fait que dans les premiers temps morts, dans le début de l'année, ma question que je leur pose, j'aime ça y aller par question, ben, je vais répondre moi-même pour elles assez rapidement. Dans la deuxième partie de l'année, ma question va avoir un petit moment d'attente. Là. Puis va peut-être même devenir qu'est-ce que vous voyez de l'autre côté, qui devient très, très général. Là. Puis si elles s'éparpillent, ben, je vais les ramener où j'aimerais qu'elles me donnent la réponse. Là. Puis si le travail est bien monté, ben, à la fin de l'année, tu peux juste dire on est rendu où. Puis c'est elles un peu qui te tracent. Dans le fond, elles vont répondre ce que tu leur as montré depuis le début. Là. Fait que si le travail est bien fait à la fin, devrait être devenu autonome dans comment toi tu réfléchis, la tactique ou l'adversaire, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Fait que tu modules ton plan de match selon les observations de tes joueuses. Oui, exact. Est-ce que parfois, on va y aller en fin d'année, là. Tu leur laisses plus de latitude. Ils n'ont pas la réponse que tu souhaites qu'ils trouvent. Est-ce que tu les laisses aller là-dedans? Ben, c'est sûr que si c'est au championnat provincial, puis c'est une demi-finale, puis ça retarde, je pense qu'il faut que tu t'impliques. Là. Tu fais partie de l'équipe aussi. Là. Puis c'est autant tactiquement qu'émotivement aussi. Là. Je pense que c'est les deux rôles importants. Là. Si on a fait un bon travail, puis on est assis, puis on n'a rien à dire, on est super content. Là. Mais si tu sens que ton groupe ne réussit pas à trouver la faille, puis ne réussit pas à aller chercher ses points, ben là, je pense qu'il faut que tu reviennes un peu plus directif. Il faut que tu le dégages avec confiance, par exemple. Là. Hey, vous travaillez vraiment bien en défense. Là. On a vraiment bien cerné. Leurs forces ne sont pas capables de rien faire. Là. Maintenant, de notre côté, là, ça ne lève pas comme on veut. Là. Fait que je vous suggère de jouer plus souvent au centre, plus souvent en 4. Ou on fait plus de placements présentement parce que en puissance, on fait trop d'erreurs. Fait que là, j'ai un petit bout directif pour essayer de les sortir un peu de cette petite facette-là, là, si tu veux. Fait que, ben, normalement, c'est ça. Comme tu dis, normalement, en fin de saison, plus c'est le crunch time, plus tu vas être rapidement impliqué. Est-ce qu'il y a des moments où tu ne changes pas le plan de match du tout, du tout, du tout, même s'il ne fonctionne pas? Oh, c'est rare, à moins qu'une équipe soit vraiment très stéréotypée. Là. Bon, peut-être en défense, il y en a des équipes qui font toujours la même défense. Là, fait que qu'un coup qu'on a établi ça, j'ai rien de neuf à apporter. Là. Fait qu'on laisse glisser. Là, je ne change pas de plan de match. Là, mais c'est rare que les gens ne s'adaptent pas. Là. Fait que dans le coût-bénéfice qu'on recherche, l'endroit où c'est pas assez bénéfique ou que ça nous coûte trop, ben c'est peut-être là que je vais tirer certaines ficelles. Là. Puis si ça vient d'eux autres, c'est encore mieux. Là. Cette année, j'avais un groupe assez habile, puis de plus en plus expérimenté. Là. Souvent, c'est elle-même qui tirait la bonne ficelle. Là, puis elle arrivait dans le temps mort, dans la fameuse deuxième partie. Là, c'est elle-même qui s'annonçait. Là, hey, il faut continuer à mettre de la puissance là, parce que c'est notre marque de commerce à nous. Là, puis on veut les déstabiliser. Là. Fait que je me disais, waouh, la job est faite. Là. C'est là que le travail tactique que tu fais dans les pratiques devient important aussi. Exact, les mots-clés. Hein, si dans la tactique que tu amènes en pratique, tu as un mot-clé qui veut dire tout ce que tu as installé, c'est drôlement plus facile après. Là. Entre deux échanges, là, tu peux lâcher un whack, là, puis un mot va pouvoir dire une séquence au complet ou quelque chose d'exploitable qu'on peut aller voir chez l'adversaire. Je trouvais ça intéressant que tu parles tantôt en fait, des yeux de l'entraîneur, de regarder notre côté, leur côté. C'est pas habituel pour nous, en fait, en entraîneur, de coacher puis de se dire, OK, euh, comme mon assistante va gérer tout ce qui est défensif. Moi, je vais gérer un peu plus offensivement, ou même là, on pourra avoir un autre assistant qui gère offensif. Puis toi, tu essaies de tout chapeauder le tout.
comment tu vois ça, cette façon-là d'essayer d'intégrer le toucher que Danick, il est vendu à ça puis il aimerait bien le mettre en place? Toi, tu vois ça comment? Ben, on a fait des essais là, avec Claude Alucam. Là, puis, tu sais, ça revient un peu à l'équipe de football. Là. Si tu as plusieurs staffs, il faut que tu t'entendes d'avance là, de comment tu vas justement décortiquer un match. Là. Euh, Moi, je pense que collectivement, il faut que ce soit l'entraîneur-chef qui puisse amener les variantes puis annoncer des changements au besoin. Les assistants, par contre, peuvent aller dire à l'entraîneur-chef, hey, dans notre défense big, ça ne tient pas la route, là, on se fait marquer plein de points. Là. Puis là, ben, si l'entraîneur-chef ne l'avait pas vu, ça y allume une lumière. Là. Puis là, lui, il transmettrait l'information au système collectif ensuite. Ce qu'on essaie de faire beaucoup, nous, c'est, bon, moi, j'envoie les infos à Claude, là, puis lui change les choses qu'il veut bien. Mais individuellement, par exemple, j'allais voir, mettons, Sabrina en 4, puis je lui disais, écoute, les blocs sont tellement rentrés que tu as toujours ta ligne de disponible. Là. Fait que ça devient une tactique individuelle. Là. Fait que ça ne fera pas toujours la ligne, là, mais tu sais qu'à un moment donné, si tu as une balle qui est dans la bonne zone, si tu veux exploiter ta ligne, ça serait présentement un outil qui serait payant pour toi. Là. Fait qu'individuellement, Claude me laissait aller chercher les athlètes pour dire ça arrive ou ça se passe ou cette ouverture-là est présente pour toi. Fait que si je travaillais, moi, à l'inverse, c'est comme ça que j'aimerais le faire aussi. Puis c'est un peu ce qu'on faisait à Laval là, avec mes 2 ou 3 assistants. On avait des tâches. Eux, individuellement, avaient la liberté là, d'aller chercher des informations. Mais dans le grand système, si tu veux, là, jamais mieux qu'ils viennent me voir parce que sans ça, s'il y a trop de monde qui intervient sur le système, les athlètes vont s'y perdre. Là. Puis à un moment donné, elle s'habitue aussi de savoir l'information de telle chose vient de qui. On avait même essayé à l'époque, là, on avait Benoît, là, qui était un tacticien aussi hors pair. Là. Écoute, j'ai jamais vu un gars voir autant de choses dans un jeu de volleyball. Là. C'est sûr qu'il ne transmet pas tout, là, mais on l'avait installé avec des oreillettes là, dans les estrades. Puis là, pour lui, c'était la meilleure place au monde. Là. Il y avait une vision surélevée du jeu. Fait que, il nous lançait des pistes là, à l'occasion. Là, puis au championnat canadien à Québec, entre autres, dont je me souviens, là, il y a au moins 10-12 points qu'on a fait durant le championnat qui venaient de l'information d'en haut. Puis je te dirais dans des moments cruciaux, là, qui ont peut-être fait une différence à un moment donné. Là. Fait que, ouais, il faut utiliser les gens qu'on a autour de nous. Je pense que tu avais le même principe à Sherbrooke au championnat canadien. Il me semble que je me souviens de toi avec l'oreillette. Un peu la formule magique, là, si tu veux, qui n'est pas si magique que ça dans le fond. Là. C'est des yeux d'entraîneur. Puis écoute, au football, les caméras, ils sont partout mur à mur. Puis tu sais, ils ont appris, je pense, eux, à traiter l'information. Là, hein. Puis on voit les Américains, là, hein, qui avec le data volé en arrière, là, ils sont 3 coachs. Là, puis ça roule à puissance 10. Là, puis on se rend compte que leurs temps morts sont très structurés aussi. Hein. Tu entends Karch qui rentre. Puis là, on voit même le staff de coach avant qui se jase. Là. Karch qui rentre, 2, 3 infos. Puis c'est l'assistant tactique défense qui close tout le temps. Là. Ils sont rendus en. Puis là, j'invente, là, en P4. C'est attaque rouge qui s'en vient. Il ne faut pas oublier. Bon. Puis c'est des systèmes de plan de match qui ont installé. Là. J'aimerais ça qu'on parle un peu de tactique. Là, tu parlais un peu du championnat canadien. Je me souviens celui à Sherbrooke parce que je le commentais à cette époque-là. Tu avais un système assez spécial où tu faisais une rotation de 3 joueuses. Puis c'est Ouais. là, pour moi, que la tactique que toi, tu t'es dit, OK, le meilleur système pour moi, c'était d'impliquer 3 joueuses à la même position. Veux-tu nous en jaser un peu pour montrer au coach que sky is the limit, je pense? Ben écoute, optimiser ton staff, hein, puis optimiser les rôles à la fin. Là. Puis là, je fais une petite entaille, là, mais quand tu arrives à la fin, c'est super important que tous tes athlètes aient un rôle à jouer. Puis autant grand que petit. Là. Puis ça serait peut-être juste de prendre des stats, là, ça en est un rôle. Là. Mais il faut qu'elle le sache, qu'elle soit rencontrée, puis qu'elle soit d'accord avec ça. Là. Donc, il faut que tu essaies d'optimiser chacun des membres de ton équipe. Puis dans tous les championnats canadiens, on a la chance de savoir notre adversaire. Là. Puis là, je me souviens que c'était UBC. Là. Puis ça faisait, moi, 5 championnats canadiens qu'à chaque fois,
que je joue contre UBC, je perds. C'est la seule équipe de l'Ouest que je n'ai pas réussi à battre, là. Toutes les autres fois avant, Trinity Western, Regina, on avait réussi à trouver une faille ou trouver un système, puis on a joué une game au-dessus de notre tête, si tu veux, là. Puis on s'en était sorti, là. Fait que UBC, Doug, c'est un fin renard, là. Tu n'en caches pas trop longtemps, puis il s'adapte de façon vraiment exceptionnelle, là. Puis j'avais des grands joueurs physiques. Bon, Valérie Lemay, entre autres, c'est elle là, qu'on avait tweaké dans notre rotation, qu'on faisait partir en quatre, me semble, qui faisait une rotation, puis ensuite, on espérait qu'elle nous fasse le plus de points possible. On la remplaçait par, me semble, Véronique Claveau, qui avait un excellent service, qui était meilleur en défense, puis qui allait venir faire la fin du set en avant, là. Fait qu'on avait calculé 2 rotations et demie dans un set normal, là. Puis j'avais essayé d'optimiser chacune des joueuses en sachant que je pars toujours de la même façon pour que dans 2 sets et demi, on ait la première partie à 8 puis la deuxième partie à 16, qu'on soit le plus proche d'eux autres, là. Puis on se disait, si on est à 16-16 avec UBC, là, après, on plaide de la folie, là, puis on rentre dans le ballon à puissance 10, là. Fait que 0 à 8, 8 à 16, j'avais optimisé mes rotations pour espérer courir avec eux autres. Il me semble que ça avait marché un set, puis les deux autres d'après, là, ils nous avaient distancés, là. Fait que, au lieu d'être à 16-16, c'était peut-être 16-8 ou 16-7, là. Fait qu'on n'avait pas réussi à gagner le pari, finalement. Mais tu as raison, là, il faut se creuser le coco là, pour essayer d'optimiser nos affaires. Si je me souviens bien, c'est UBC qui avait gagné leur 5e ou 6e titre d'affilée. Exact. Je me souviens bien. Hey, c'est une conversation, Alain, fantastique, vraiment intéressante. J'en prendrai encore 1 heure ou 2. Ma dernière question, celle que j'ai posée dans toutes les autres discussions. As-tu quelques livres, 1 ou 2, qui ont marqué un peu ton coaching ou des podcasts ou une vidéo que tu te dis, hey, ça, si le monde peut aller là-dedans, ça va juste les faire grandir plus? Oui, ben écoute, c'est sûr que j'avais plus de temps à l'époque quand j'étais à l'Université Laval parce qu'on était entraîneur à temps plein, là. Fait que les références de livres, c'est plus des années 90 là, que j'ai ressorti. Là. Il y en a un qui m'avait beaucoup impressionné et que j'aime bien, là, John Wooden, là, des Call Me Coach. Bon, ça reste l'éducateur, là, puis on ne l'a pas trop abordé, mais pour moi, avant de gagner quelque chose, je vais toujours rester un éducateur dans ma démarche. Là. La victoire à tout prix n'existe pas. Pour moi, je veux faire grandir des gens, là. Je pense que tu le sais, puis il y a beaucoup de monde qui le Ouais. savent, là, qui me connaissent bien là-dessus, là. Mais dernièrement, mes trouvailles sont sur le web, comme tu dis, là. Train Ugly, de Trevor Regan, là. Je pense qu'il a changé son nom maintenant, là. Il appelle ça The Learner Lab. Fait que c'est un gars qui met beaucoup de podcasts, il met beaucoup de choses YouTube. Puis ce qu'il essaie, son défi, là, c'est essayer de dire aux gens, on peut tous apprendre. On est tous des apprenants. Il faut seulement trouver la meilleure façon d'apprendre. Il parle beaucoup de sortir de sa zone de confort, de dire que même les erreurs, c'est une situation qui fait que je suis en train d'apprendre via mon erreur. C'est vraiment dynamique, là, ces choses. Je vous invite à aller là, sur le web là-dessus. Là. Fait que tu pourras laisser les notes. Là. Train Ugly, ou là, maintenant, c'est Learner Lab, là, puis il interview un paquet de monde là, là-dessus. Puis les autres, où bon, on leur reçoit beaucoup de choses, là, Gold Medal Square, je le Ouais. trouve intéressant. Bon, Tom Black, qui est notre entraîneur maintenant de l'équipe nationale, qui a beaucoup parti là, cette philosophie-là. Là. Fait que ça reste des vidéos très, très structurées. Là. Puis eux autres, leurs principes sont beaucoup fondés sur des fondements, justement. Fait que c'est la science. Voici ce que la science dit. Voici un déplacement. C'est 4 temps. Puis c'est comme ça que ça se fait. Bon, maintenant, il faut que tu en prennes puis que tu en laisses. Il faut que tu te l'appropries. Là. Mais ce que je trouve le fun avec eux autres, c'est vraiment plus sur des choses très cartésiennes. Par rapport à Art of Coaching, où là, je trouve qu'ils ont engagé des vedettes, là, des gens qui gagnent déjà très bien leur vie, là, les Russ Rose de ce monde, puis ils viennent te donner des petites recettes. Là. Puis c'est le fun, là, c'est intéressant ce qu'ils disent. Là. Puis c'est pas des faussetés, là, mais je trouve que c'est une recette
Comme si tu pars avec ça, puis tu mets 3 œufs, puis de la farine, puis ça va donner ça. Mais il faut que tu l'adaptes avec ton équipe, là. Fait que j'aime beaucoup mieux Gold Middle Square qui sont plus par principe. Génial, je vais essayer de mettre les références au bas de l'émission ou quelques liens que je peux glisser en vidéo. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour venir nous jaser. J'espère que tout va bien aller dans la situation actuelle où on est, puis qu'on se retrouve sur les terrains prochainement. Excellent. Ben, merci beaucoup, André, de l'offre. Puis écoute, je pensais faire 20 minutes, comme tu disais, puis on jase, là. Ouais, ça passe vite hein, quand on a des choses à dire. Vraiment. Merci encore, Alain. Salut, bye, bonne continuité.